pédagogique et scientifique de la connaissance interprofessionnelle. Il faut également intégrer la mise en jeu des assurances, compagnies d'assurance, institutions de prévoyance qui vont de plus en plus s'impliquer, et la Sécu également, dans le parcours santé de la personne et dans le périmètre de la sécurité des soins. Alors, pour concevoir ces PSP, je pense qu'effectivement, c'est un métier que je découvre depuis quelques années. Il faut vraiment, effectivement, dans l'esprit des porteurs de projets, intégrer trois unités interdépendantes qui deviendront les enjeux possibles de ces PSP. La première notion, c'est la maîtrise de la dynamique interprofessionnelle à travers les protocoles de coopération avec le pôle de recherche. Les protocoles de coopération sont des modes de prise en charge de la personne qui sera effectivement en miroir du parcours santé de la personne. C'est-à-dire que les gens qui vont aller chez les médecins ne verront plus que pour une raison de soins précis. C'est véritablement une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire qui échange, qui interagit et qui propose une prise en charge performante. Et ces PSP, comme enjeu, elles auront vraiment l'avantage de donner du sens clinique aux diverses unités d'activité interprofessionnelles qui seront établies au sein de ces PSP. Le deuxième enjeu, c'est le rôle de ces PSP comme maîtrise d'ouvrage du déploiement des nouvelles technologies en santé, de la numérisation des infrastructures. Cette médecine coopérative ne peut pas se concevoir sans cet outil interopérationnel. Troisième enjeu qu'il faut prendre en considération dans l'organisation de ces PSP, c'est une ambition du management économique pour pouvoir les placer véritablement dans le cadre d'une politique de maîtrise des dépenses de santé. Aujourd'hui, les PSP qui sont assez faiblement interprofessionnels souffrent économiquement. Et ces PSP sont d'autant plus délicates qu'elles se réalisent dans un contexte de changement, un changement qui est à la fois rapide et profond, un changement qui permettra d'éviter aux professionnels de santé de se retrouver dans des situations d'isolement qui altèrent la valeur ajoutée, qui altèrent bien évidemment cette transmission dont je parlais tout à l'heure. On a un changement qui est à la fois interne, qui est vécu au cœur du métier, à travers ces nouveaux modes de rémunération, à travers l'informatisation, à travers l'évolution des pratiques autour de l'éducation thérapeutique ou ces coopérations. Et puis c'est un changement qui est autour des médecins, autour des professionnels de santé, à travers le cadre législatif et face aux attentes des jeunes professionnels de santé. Donc c'est un changement qui est à la fois prescrit par l'État, qui est construit par l'initiative responsable des professionnels de santé, qui est contextuel dans une crise où on évoque les déserts médicaux et la non-installation des jeunes professionnels de santé, et puis progressif par rapport aux nouvelles pratiques et organisations. C'est de la République. Le projet professionnel, j'insiste pas trop, juste pour vous dire que le concept architectural de ces maisons écoles de santé va se faire de manière graduelle. D'abord en abordant professionnel par professionnel, qui va se définir par rapport à son projet professionnel personnel, qui sera ensuite incité à se regrouper au sein de son unité homogène, son unité d'activité homogène. On verra se dessiner l'activité pupillo-dentaire, l'activité mentale, l'activité visuelle, l'ophtalmo, l'orthoptiste, et toutes ces unités ensuite seront mises en relation et reposeront sur un cadre constitué d'une administration, de salles de staff de coordination pluridisciplinaire et d'un pôle de recherche de l'enseignement supérieur. Et ce modèle permettra de fournir un modèle de santé à haut niveau de production, bien au-delà de ce que pourrait avoir un médecin tout seul. Je termine avec l'endroit où se pilotera vraiment ces pôles de santé, qui permettra peut-être de déterminer le point d'ancrage pour la recherche scientifique à travers la gouvernance clinique. Donc, cette gouvernance clinique qui est une conduite d'action collective en position d'autorité, qui est l'effort délibéré des organisations pour améliorer la capacité des professionnels de santé au sein d'une organisation de santé à coordonner leurs pratiques vers l'amélioration de la qualité des soins. C'est une gestion participative entre le monde des organisations, le monde de la clinique et le public. Et c'est une initiative qui rapproche les deux perspectives à la fois organisationnelle et professionnelle. Cette gouvernance, elle
correspond à une pratique qui tente d'influencer l'action collective. Dans le domaine de la clinique, elle vise à coordonner le travail des professionnels autonomes en situation interprofessionnelle. La clinique, c'est l'ensemble du processus de prise en charge de la personne. La gouvernance clinique, elle est conçue en impliquant tous les acteurs qui ont des positions multiples et variables au sein de l'organisation, et l'autorité est un opérateur qui découle de cette interaction. L'autorité de gouvernance, c'est une autorité professionnelle donc, qui est fondée sur des compétences professionnelles, ce qui confère un pouvoir légitime à la clinique. Et les pratiques cliniques mettent en œuvre des stratégies qui appartiennent à la fois à ces acteurs et à l'organisation, et qui devient un mode de renouvellement de l'organisation favorable aux idéaux que les professionnels de santé portent. Donc les pratiques vont avoir une influence sur l'individu qui va effectivement former une équipe, et cette équipe aura une influence sur l'organisation pour améliorer la performance clinique. Les 6 composantes de la gouvernance clinique, c'est la recherche et le développement scientifique, qui va engager des initiatives dans une démarche qualité, qui permettra la diffusion et l'implantation des résultats pour redéfinir des pratiques nouvelles vers l'amélioration de la qualité des soins, et qui permettra d'apporter un processus d'évaluation indispensable à l'audit clinique. L'audit clinique, c'est l'évaluation des pratiques par rapport à des recommandations. L'efficacité clinique, c'est la mesure de la qualité et d'efficacité. La formation et le développement professionnel, c'est l'enjeu central à l'amélioration des processus cliniques. La gestion des risques, c'est une activité qui touche à la fois les patients, les professionnels de santé et l'organisation pour des services de santé plus sûrs. Et la transparence des initiatives d'amélioration de la qualité qui garant de leur efficacité. Je finis avec le modèle dynamique de Medicina, qui va reposer sur un système clinique qui va être le centre opérationnel de l'organisation, dans lequel on mobilise des compétences, des connaissances scientifiques, autour duquel il y aura un système de gestion qui sera en appui à ce système clinique, qui soutiendra l'engagement des professionnels de santé à l'amélioration de la qualité et de la performance. Il mettra en place effectivement des structures formelles, de financement, de matériel pour améliorer les pratiques cliniques. Il mettra en place des règles, des chartes basées sur la confidentialité des données. Il faudra obtenir des ressources diverses. Et c'est lui qui sera en mesure d'appliquer le discours managérial. Et entre les deux, c'est là où va se glisser la gouvernance clinique, qui est un lieu d'échange. C'est là où on pourra introduire la recherche, c'est là où on pourra introduire effectivement toutes ces notions d'échange de savoir. Et c'est elle qui va rapprocher les deux systèmes pour viser l'excellence. Et juridiquement, cette gouvernance clinique, pour finir, se structure sous la forme d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. La CISA. Ça, ce sont les structures juridiques propres à ces PSP qui vont être promotrices de projets d'études, qui vont prendre en charge ces protocoles de coopération avec les supports technologiques nécessaires au sein de l'organisation économique de la plateforme. Et ces CISA rassemblent des professionnels de santé, un pôle de recherche d'enseignement supérieur, des industriels, et puis des notions immobilières de la plateforme elle-même, qui va être en capacité d'intégrer le fonctionnement de cette plateforme au sein de la construction. Et je pense que le CSTB peut être aussi en charge de réfléchir sur un bâtiment communicant, comment la recherche peut s'introduire dans ces nouvelles plateformes de santé en termes d'interaction, de recueil de données, et en termes également de flux de santé. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop technique. Merci de votre attention.